Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans le Bœuf Politique sur JMTV+, le Bœuf Politique qui reçoit quelqu'un que vous attendiez depuis longtemps, que vous avez vu il n'y a pas longtemps, et qui est vu aujourd'hui par beaucoup d'Africains et même au-delà comme l'héritier de Tundian Poumi. Il est professeur à l'université de Saint-Quentin-les-Yvelines, ici en France. Il était un grand combattant contre le franc CFA, c'est comme ça que je l'ai connu et apprécié. Chers téléspectateurs, ensemble avec moi, recevons le professeur Nicolas Aboum. Bonjour professeur. Bonjour. Comment allez-vous? Oui, ça va très bien. Très bien. Merci d'avoir fait le déplacement de JMTV+. On vous attendait depuis très longtemps. Ah, merci. En tout cas, merci de me donner cette occasion pour contribuer au débat, sinon à la lutte de libération de l'Afrique. Tout à fait. Voilà, donc je suis à votre écoute. Merci professeur. Pour toutes sortes de questions. Très bien. Juste à côté du professeur Aboum, nous avons Pierre Moukoko, qui est l'auteur de ces livres. Je vous l'ai présenté 100 fois, mais je ne m'en lasserai jamais car il y a beaucoup de choses à prendre là-dedans. Relation Afrique-France et les gâchis français. Plaidoyer pour un changement de paradigme dans la politique africaine de la France. Bonjour Pierre Moukoko, comment allez-vous? Je vais bien, merci. Très bien. Merci de m'avoir donné l'occasion de rencontrer enfin, en vrai comme on dit, monsieur le professeur Nicolas Aboum, qui m'a aidé à écrire mon livre sans le vouloir, sans le savoir, avec son livre, tout à fait. Bon, ben, nous allons assister à la signature d'un chèque pour ses droits d'auteur, alors, parce que si un téléspectateur, Nicolas Aboum est cité dans ce livre de Pierre Moukoko au moins 150 fois, alors qu'il y a 400 pages environ. Voilà. Vous avez une référence pour beaucoup. Hein, ah bon. Merci pour cette communion d'idées. Alors, Pierre Moukoko, avant de commencer cette émission, je vais vous prier. Vous avez un cadeau pour le professeur Aboum. Je vous permets de lui offrir le cadeau avant que nous lancions sur les questions politiques. D'accord, parfait. S'il vous plaît. Parfait. Alors, monsieur le professeur, oui. Permettez-moi de vous offrir mon ouvrage. Que voici, que je vais vous dédicacer. Oui, merci. Et le vôtre que j'ai. Oui. Que j'ai acheté pour travailler mon livre également. Oui. Avec votre autorisation, je vais vous demander de bien vouloir me le dédicacer aussi. Merci. La dédicace se fera tout à l'heure à la fin et on incrustera, d'accord? En tout cas, deuxième fois, merci. Merci à vous. Professeur, pourquoi nous avons eu envie de faire cette émission? C'est pour parler des questions politiques, de la crise politique qui sévit en ce moment en Afrique de l'Ouest en général et en particulier en Côte d'Ivoire qui est votre pays de naissance. Oui. Cette nouvelle crise ivoirienne émane de la nouvelle candidature pour un troisième mandat d'Alassane Dramane Ouattara qui avait pourtant annoncé qu'il ne briguerait pas un troisième mandat mais qui, contre toute attente, s'est lancé. Comment avez-vous ressenti cette nouvelle candidature d'Alassane Ouattara lorsqu'il a annoncé le 6 août dernier, il y a un mois environ? Bien. Merci pour cette question. Je crois que le sentiment général qui ressort, c'est que tout le monde est surpris. En tout cas pour ceux qui ne connaissaient pas le chef de l'État ivoirien ADO, en abrégé. C'est l'abréviation de Alassane Dramane Ouattara. Donc aujourd'hui, sa candidature fait l'objet de la contestation générale. Et le pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire est en train de brûler. Des gens sont en train de mourir. Et il est urgent que chacun interviennent pour proposer des solutions. Parce que on dit même l'indifférence, on dit tous nos actes nous engagent, même l'indifférence. Tout à fait. Donc quand on voit un phénomène de telle ampleur qui se produit, rester dans le silence, c'est comme être complice. Donc c'est pourquoi j'interviens aujourd'hui pour apporter ma contribution. Ma contribution est dans la recherche de la solution Avant la recherche de la solution, professeur, je dois annoncer qu'il y a
une semaine environ, passait sur ce plateau une dame politique qui parlait de 10 morts déjà dans cette contestation en Côte d'Ivoire. Oui. Dans mes investigations, avant de vous recevoir, on m'a parlé de 40 morts déjà. Oui. Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que les gens exagèrent ou y a-t-il eu autant de morts déjà en un mois de contestation? Bon, disons que nous n'avons pas les données, en tout cas moi, je n'ai pas les données objectives sous la main, mais par des contacts, parce que nous sommes quand même, on se connaît plus ou moins. Je connais par exemple une dame c'est une belle-sœur d'ailleurs, qui était à Divo, qui a dû fuir la ville de Divo pour aller se réfugier au village, disons dans le village de son mari, parce que nous disait-il, il y avait plus de 40 morts, et c'est la seule ville de Divo. On dénombre des morts, en tout cas parce que ce sont des manifestations éclatées, ça arrive sur toutes les parties, dans toutes les parties de la Côte d'Ivoire. Donc partout il y a des morts. Même au nord? Même bien sûr. Attention, souvent on fait l'amalgame, on croit que quand on dit le Nord, ça veut dire que c'est un natif de Ouattara, ce n'est pas vrai. Non, ce n'est pas du tout vrai. Hein. Le Nord, il y a plusieurs groupes ethniques, comme les Sénoufos, tout ça, ce ne sont pas des Malinqués. Les Sénoufos ne sont pas des Malinqués. Guillaume Soro et voilà, les groupes Guillaume Soro et tant d'autres. Donc, souvent, on pense que quand on dit le Nord, ça veut dire que c'est un domaine acquis d'Alassane Draman Ouattara. Ce n'est pas vrai. Donc, je ne voudrais pas pour le moment m'attarder sur ça. Un fait demeure, pour répondre à votre question. Non seulement il y a plus de 50 morts, mais les morts continuent toujours. Il y a des morts qu'on ne déclare pas. Parce que les manifestations se poursuivent. C'est ça la réalité. Donc, il est urgent, plus que jamais urgent, d'intervenir et d'éteindre l'incendie. Parce que c'est la candidature de Ouattara, M. Ouattara, c'est elle qui détruit ces personnes-là. Et quelles sont vos solutions pour ça? Voilà. Donc, je dirais que, de mon point de vue, il y a des solutions qui peuvent se regrouper en deux séries, deux types de solutions. La première série de solutions que j'appelle la solution exogène de la France. Pourquoi? Ça veut dire quoi concrètement? La France doit intervenir dans la résolution de ce problème-là pour plusieurs raisons. Lesquelles? La première raison, c'est que c'est la France qui a imposé, j'insiste sur le mot imposé, Ado à la Côte d'Ivoire. Alassane Draman Ouattara a été imposé par la France. Il y a 2 ans, je recevais la Bernard Houdin, auteur du livre Les Ouattara, une imposture ivoirienne, qui disait exactement cela. Oui, mais ce n'est pas un secret de quelqu'un. Tout le monde le sait, y compris Ouattara lui-même. Et cette imposition-là, puisqu'il est arrivé, Ouattara est arrivé au pouvoir dans les chars. Et les statistiques, on parle officiellement de 3000 morts, mais dans la réalité, c'est au minimum 50 000 morts. J'ai même lu un rapport qui disait 170 000 morts, précisément 170 700 morts. Partout, il y avait des cadavres. Donc ça, c'est un problème que les Ivoiriens n'ont pas oublié et ne sont pas prêts à oublier. Si tu veux dire que pour ce même type de personnes, à savoir M. Ado, M. Alassane Draman Ouattara, qui a fait 2 mandats contre le gré des Ivoiriens, prétend de faire un 3e mandat, non, ça ne va plus. C'est ça qui fait que tout le monde se soulève. Donc celui qui, disons la personne, sinon le pays qui a imposé Ouattara aux Ivoiriens, c'est bien la France. Donc c'est la France, pays des droits de l'homme. La France qui est très bien soucieuse de sa liberté, qui respecte les lois, etc. C'est à elle d'intervenir pour dire à M. Ouattara, c'est bon comme ça. Ça, c'est le premier argument.
Le deuxième argument, le ministre des Affaires étrangères de la France, en la personne de Jean-Yves Le Drian, n'a pas fêté le 14 juillet en fête France nationale française, il était à Abidjan. Il était à Abidjan. Pourquoi? La question centrale, qu'est-ce qu'il était parti chercher en Côte d'Ivoire? Ce n'est pas parce qu'il voulait rester sur les belles plages de la Côte d'Ivoire, non. Il était parti voir M. Addo. Officiellement, on nous dit que c'était pour dire à M. Ouattara de ne pas faire un troisième mandat. Officiellement? Je dis bien officiellement, c'est ce qui ressort. Mais nous disons froidement, pour savoir ce qui a été dit, c'est le comportement de Ouattara que nous regardons. Si M. Ouattara n'avait pas le soutien de la France, soutien apporté par Jean-Yves Le Drian, il n'allait jamais avoir la force et le courage de présenter sa candidature anticonstitutionnelle, sa candidature illégale. Vous croyez dans un double langage des autorités françaises? Mais bien sûr, nous sommes habitués à la France. Ça, c'est parce que l'erreur que faisaient les Africains, surtout l'Afrique francophone, et ils croient ce que la France dit au premier degré. Non. La France a toujours eu un double langage quand il s'agit des Africains. Donc, il s'agit maintenant de comprendre que, en fait, Jean-Yves Le Drian était parti dire à Ouattara, en substance, ceci. Bon, normalement, vous avez fini vos 2 mandats, vous deviez normalement vous retirer. Maintenant, si vous pensez que vous connaissez votre peuple et que, en violant la Constitution, pour vous présenter au 3e mandat et que le peuple accepte, nous, la France, on n'a pas d'autre choix que de coopérer avec vous, les Ivoiriens. Donc, c'est à vous de jouer le jeu. Une façon de le dire, une certaine façon de dire, eh bien, vous avez notre soutien. Vous avez bien travaillé pour nous. Voilà. Alors, vous avez bien fait, vous avez été notre fidèle allié, vous nous avez livré votre pays, et nous ne pouvons pas demander mieux. Parce que, en fait, il faut souligner, c'est ce qu'on appelle la politique du 3e homme de la France contre l'Afrique. La politique du 3e homme de la France consiste, pour le premier homme, c'est la France. Envahir le 2e homme, ce sont les groupes, les millions d'Africains. Mais pour y parvenir, il faut passer par un 3e homme. C'est toujours une petite poignée d'Africains qui appuient sur la gâchette. Ça, tout le coup est monté et celui qu'on voit qui appuie sur la gâchette, celui qu'on dit qui est le tueur, c'est l'Africain lui-même. Et ceci valable sur tous les plans, y compris sur le plan intellectuel. C'est ça. Donc la France a appris que cette politique va utiliser aujourd'hui Ouattara, mais si ce n'était pas M. Ouattara, ce serait quelqu'un d'autre. Ça a toujours été ça. Donc il appartient aux Africains et aux Africains seuls de connaître maintenant la France. Donc c'est ça le deuxième argument. Nous disons, si la France veut mettre fin à ce problème qui est en train de brûler, qui est en train de décimer la Côte d'Ivoire, c'est la France qui doit enlever Ouattara. Voulez-vous dire que vous tiendrez pour responsable l'État français de tout ce qui se passe? Mais c'est ce que je suis en train de dire clairement, sans aucune ambiguïté. J'ai dit la France est responsable parce que, 1, c'est elle qui a imposé Ouattara. 2, si Ouattara s'entête, M. Ouattara s'entête, c'est parce qu'elle continue de le soutenir. Il lui appartient de sortir de son silence et de donner de façon ouverte, dire que non, nous ne voulons pas que vous continuez dans cette voie. Pourquoi la France reste dans le silence? C'est un silence qui dit beaucoup de choses. Surtout que son émissaire est parti voir la Côte d'Ivoire, M. Ouattara. Le 14 juillet 2020, Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires français, était en Côte d'Ivoire. Donc ça, c'était le deuxième argument. Le troisième argument, je voudrais que la France voie ce que j'appelle les intérêts de la France en Côte d'Ivoire. Et plus particulièrement les intérêts des Français installés en Côte d'Ivoire. Parce que nous avons vu, quand la Côte d'Ivoire a commencé à prendre du feu,
des Français qui étaient installés là-bas depuis des années, qui ont toute leur vie, ont commencé à venir, disons, à sortir de la Côte d'Ivoire, à fuir la Côte d'Ivoire. Mais quand le calme est venu, eh bien, ils sont repartis rapidement. Donc, la France, et c'est la France seule, qui peut décider de dire, j'ai mes compatriotes là-bas, c'est moi la France, en passant à mes compatriotes, à mes ressortissants, il faut que j'éteigne le feu maintenant. Ça, c'est ce que moi j'appelle le troisième argument. Le quatrième argument, il n'y a pas longtemps, le président français, en la personne de M. Emmanuel Macron, parlait d'un sentiment anti-français en Afrique. Mais comment voulez-vous aimer, en dehors du complexe de Stockholm, comment voulez-vous aimer, adorer quelqu'un qui vous fait du mal? Le sentiment anti-français, ce ne sont pas les Africains qui créent le sentiment anti-français, mais c'est le comportement et le comportement de la France officielle. D'ailleurs, voilà. Sans vous couper, Antoine Glaser, vous connaissez? Oui. Moi, je connais, ça fait 15 ans, on s'est rencontrés en télévision quand j'ai travaillé. Antoine Glaser a commis un livre intitulé « Arrogant comme un Français en Afrique ». Voilà. Il est blanc, il n'est pas noir. Oui, oui. Voilà. Donc, la France a du mal à s'adapter à la nouvelle génération. La France continue toujours de penser, disons, comme si elle était à l'époque de l'esclavage. Non. Les Français qui ont colonisé les Africains sont morts. Aujourd'hui, nous avons affaire à des nouvelles générations. Et c'est une erreur monumentale de la France d'aujourd'hui de continuer à faire preuve de l'atavisme, à penser comme si rien n'avait changé. Donc, ce sentiment anti-français, si la France veut le détruire, il appartient à la France de se comporter comme il se doit, ça de façon normale, de changer le paradigme, voilà, comme dit Pierre Moukoko, changer le paradigme. Voilà, de respecter les Africains, dans ce cas précis, les Ivoiriens, et faire en sorte que il y ait une véritable coopération. Parce que si vous ne respectez pas les Ivoiriens, si vous ne respectez pas les Africains, on ne comprend pas pourquoi les Africains vont vous respecter. Au contraire, ils seront amenés à vous rejeter. Et c'est ça qui est dommage. Donc, ça, c'était le quatrième argument. Le cinquième argument, eh bien, la France doit prendre conscience qu'elle risque de perdre ce qu'on appelle sa zone d'influence. Parce que, ne nous leurrons pas, le monde a été partagé entre les grandes puissances. Chaque grande puissance a sa zone d'influence. Dans le cas précis, la Côte d'Ivoire relève de la zone d'influence de la France. Si la France continue de tuer les Ivoiriens, car c'est ça et la vérité, à travers une main, une troisième personne, eh bien, avec le temps, eh bien, la Côte d'Ivoire et les autres vont tourner le dos carrément à la France et malheureusement au profit des autres puissances. Que ce soit la Chine. Qui ne cherche que cela, d'ailleurs. Voilà, ils ne cherchent que ça, que ce soit, comme on appelle, les États-Unis, etc. Ou même les pays émergents comme l'Inde, voilà. Les pays du BRICS. Donc, il faut que la France comprenne ça et ne pas toujours avoir un mépris pour les Africains, parce que si elle fait ça, elle va perdre sa place. Je ne vais pas dire que nous cherchons la domination, non. Je dis la coopération, la vraie. La vraie coopération. Voilà, la vraie coopération où on a le respect mutuel. Voilà. D'ailleurs, chers téléspectateurs, je vais vous livrer quelque chose que vous ne savez peut-être pas. J'ai lu un rapport qui indique que dans 3 ans et demi seulement, 3 ans, 4 mois seulement, la France chutera au 10e rang de grande puissance mondiale. La France tombera au 10e rang. Voilà. Parce que les pays émergents, la Chine, les pays du BRICS, on pris au-dessus, même la Turquie est en train de passer devant la France. Alors, quelle France voulons-nous si nous voulons continuer à traiter les Africains comme des gros bébés? Quelle France voulons-nous construire de cette façon avec les Africains? Et sans l'Afrique, croyez-moi, ce n'est pas du nombrilisme, la France ne tiendrait pas très longtemps. Bien. Voilà. Donc, voilà les 4 premiers arguments, je dirais, arguments positifs. Maintenant, toujours en restant dans le domaine de la France, les autres arguments, il y en a encore 4 autres, mais je dirais négatifs, mais que la France, d'après les signes qu'elle nous montre, va développer. Quels sont ces 4 arguments?
Le premier argument, c'est ce que j'appelle la France va continuer à nier la constitution de la Côte d'Ivoire et donc mépriser les Ivoiriens, rejeter donc la souveraineté des Ivoiriens, parce que c'est ça. Quand on nie, je dis bien continuer, pourquoi? Parce que en 2010... Oui, quand on vient prendre Laurent Gbagbo dans le palais, voilà. On piétine la constitution ivoirienne pour arrêter Laurent Gbagbo. Parce qu'en 2010, effectivement, la constitution ivoirienne, le Conseil constitutionnel de la Côte d'Ivoire avait déclaré le président Laurent Gbagbo vainqueur des élections, libre et il a été, le président Gbagbo a été investi. Et malgré tout ça, la France a marché royalement sur la constitution de la Côte d'Ivoire. La France de Nicolas Sarkozy. La France de Nicolas Sarkozy, pour moi, tout ça, ce sont les mêmes personnes. Hein, parce que ils sont un quand il s'agit de l'Afrique. Souvent, les Africains oublient ça. Je reprends. La France, quand il s'agit de l'Afrique, tous les dirigeants français sont un. Parce qu'ils luttent pour l'intérêt supérieur de leur pays. Quitte aux Africains de comprendre cela et de s'unir aussi pour défendre leurs intérêts. Mais souvent, c'est pas ça. Donc, que ce soit la France de Sarkozy, et on le voit maintenant, la France de Macron, mais avant, c'était la France de François Hollande. C'est François Hollande qui, en tant que socialiste, disait ouvertement que Gbagbo était infréquentable. Alors que on était censé savoir que, bon, il était un socialiste, plus humaniste, etc. Mais tout ça, pour moi, je suis arrivé à la conclusion et je veux qu'on me démontre que j'ai tort, que tous ces Français officiels sont un contre l'Afrique. Voilà. Donc, je disais que la Constitution, la France continue de nier la Constitution de la Côte d'Ivoire, de marcher sur la souveraineté de la Côte d'Ivoire. Et ça va susciter donc des réactions violentes. Ce qui est normal. Si on vous marche dessus, si vous savez que vous êtes un humain, c'est à vous de réagir. Ce qui est normal. Donc, pourquoi elle continue de le faire? Il faut se poser la question. Pourquoi? Non seulement elle méprise les Africains parce que ce sont les anciens esclaves, etc., mais surtout, et c'est là le deuxième argument, c'est la vente des armes. Aujourd'hui, oui, beaucoup d'Africains ne perçoivent pas ça. Malheureusement, c'est la triste réalité. Le troisième pays exportateur mondial des armes, c'est la France. Lorsque vous produisez un bien, que ce soit des oranges, des verres, je ne sais pas. Il faut bien le vendre. Il faut le vendre. Et pour le vendre, il faut démarcher, il faut trouver des marchés. Celui qui produit des armes, il faut qu'il vende ces armes-là. Ces armes-là ne sont pas vendues à l'intérieur de la France, parce qu'il ne s'agit pas de produire des armes pour que les Français s'entretuent. Non. Il faut vendre ces armes à l'extérieur de la France. Et dans ce cas précis, puisque les grandes puissances, après avoir fait preuve d'animosité, de barbarisme entre eux, c'est-à-dire la France et l'Allemagne, tout ça. Maintenant, là où les armes se vendent, c'est dans les pays du tiers-monde. Donc pour la France, c'est une occasion qui lui est offerte pour vendre ses armes. C'est-à-dire, si les Africains, malheureusement, ne font pas attention, précisément ici, les Ivoiriens ne comprennent pas, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, les Ivoiriens vont s'entretuer. Or, pour s'entretuer, il faut les armes. La France va commencer à écouler ses armes. Avant ses armes, des deux côtés. Voilà. C'est-à-dire les côtés, que ce soit du côté Ouattara, que ce soit les côtés de ceux qui veulent se défendre, etc. Mais le plus important pour la France, c'est de vendre ses armes. Et qui livre les morts? Ce sont les Africains. En vendant ces armes, ça donne l'occasion à la France d'expérimenter des armes de moyenne portée. Le champ d'expérimentation des nouvelles armes de moyenne portée. Pour le moment, il ne s'agit pas de lancer les bombes nucléaires, tout ça. Non. Mais il y a des armes traditionnelles et tout ça. Il faut les vendre. Et pour que les Africains comprennent
avec le Covid, eh bien, beaucoup d'entreprises sont sinistrées dans le monde, notamment en France. Bien. Donc, il s'agit de relancer l'économie. S'il y a une occasion en or qui s'offre à la France pour relancer le secteur de l'armement, mais pourquoi voudrez-vous qu'elle ne saute pas sur l'occasion? Ah, pour ça, oui, il fallait venir car je n'avais pas encore tilté sur cet aspect. Mais c'est-à-dire que nous, les Africains, nous faisons une analyse au premier degré. Non. Avant qu'un pays comme la France puisse agir, on analyse tous les contours de la question. C'est-à-dire, on se dit, bon, si nous vendons les armes, combien nous allons gagner? Combien d'emplois allons-nous créer? Nous sommes dans une zone où l'économie est sinistrée. Dites-moi, Pierre Moukoko, c'est ça. Vous écoutez religieusement comment? Vous avez pensé à cet aspect-là? Non, pas du tout. Je ne le connais pas du tout. Pas du tout. Bon. Donc, ça c'est un élément. Le troisième élément négatif pour nous, les Africains, c'est ce qu'on appelle le malthusianisme. Le malthusianisme. Voilà. C'est-à-dire que la démographie, aujourd'hui, ce qui fait le débat en Afrique, débat porté d'ailleurs par Nicolas Sarkozy, et repris par Emmanuel Macron. Et repris par Emmanuel Macron, fidèle, tout ça, voilà. Fidèle écouteur de Nicolas Sarkozy. Voilà. Dire qu'aujourd'hui, eh bien, l'Europe, pour ne pas dire la population blanche, est menacée de disparition. Pour plusieurs raisons, je ne vais pas les égrener ici parce que malheureusement on n'a pas assez de temps. Et au moment où la France et l'Europe font moins d'enfants, en face, il y a l'Afrique qui fait beaucoup d'enfants. Si rien n'est fait, si aucune disposition n'est prise, à moins de 100 ans, les Français, les Européens seront minoritaires chez eux, parce qu'ils ne sont que 500 millions. En 2050, les Africains, c'est 2 milliards de personnes. Et ainsi de suite, toutes les projections. Parce que celui qui meurt de faim n'a pas le temps de réfléchir. Qu'est-ce qui va se passer dans 2 ans, dans 3 ans, dans 100 ans? Eux, ils ne meurent pas de faim. Donc, ils réfléchissent, qu'est-ce qui va se passer en 2100? En 2100, oui. Et ils voient le danger. L'arme démographique. L'arme démographique a été déjà arrachée par la Chine. Et on voit tout ce qu'il y a de positif. Si rien n'est fait pour l'Afrique, eh bien, l'arme démographique sera dans les mains des Africains. Et les Africains risquent non seulement d'annexer voilà, mais voilà. Donc, ils voient ça. Il faut diminuer la population africaine. Pour ceux qui ont lu, que ce soit le Covid, que ce soit toutes sortes de stratégies, de moyens les moyens sont mis en place pour diminuer la population africaine. Pour qu'on voit ce que vous dites, afin que certains révisionnistes ou bien certains anti-africains disent « Oh, les Africains ils tapent sur les Blancs », non. J'ai fait une émission avec Éric Fioril, qui est blanc, et il tenait les mêmes propos. Vous pouvez retrouver cette émission sur jmtv+.com. Très bien. Donc ça, c'était le troisième comment on appelle, argument négatif pour nous. Le quatrième argument négatif pour nous, c'est ce que j'appelle la destruction du noyau fédérateur de l'Afrique de l'Ouest. Si on brûle la Côte d'Ivoire, eh bien, pour ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire, en tout cas, les données, les statistiques montrent que 60% du PIB de la sous-région. Hein? Oui, non seulement ça, mais ce qu'il faut retenir, ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire, qui ont été en Côte d'Ivoire, eh bien, la population ivoirienne comprend au minimum 30% de ce qu'on appelle des étrangers. Tout à fait. En Côte d'Ivoire, pourvu que vous arrivez en Côte d'Ivoire, vous vous installez, vous êtes accueillis. Donc ce problème d'étrangers même, on ne le connaissait même pas. Il y avait une certaine harmonie entre les Ivoiriens et les autres qui viennent s'installer en Côte d'Ivoire. Ce qui veut dire que, sans même forcément y penser, parce que souvent les gens parlent du panafricanisme, etc. Mais en Côte d'Ivoire, c'est le vrai panafricanisme dans l'action. Donc, c'est un noyau fédérateur de l'Afrique de l'Ouest. Et c'est ça, là, plus tard, qui va donner naissance à ce panafricanisme, c'est l'État fédéral africain dont nous rêvons, nous les Africains, nous les panafricanistes. Eh bien, la France est ici observée
car c'est ça sa caractéristique, a vu là le danger. Ce n'est pas par hasard qu'en 1885, eh bien, les Européens ont émietté l'Afrique. On fait des pays et de l'Afrique une poussière d'États microscopiques incapables de se défendre individuellement face à des puissances comme la France et autres. Donc, il faut continuer toujours à diviser pour mieux régner, pour mieux affaiblir les Africains. Donc, en mettant le feu en Côte d'Ivoire, il s'agit d'affaiblir, d'abord empêcher le fédéralisme africain, affaiblir davantage les Africains, lesquels Africains qui, parce que justement ils sont affaiblis, ils seront dans l'incapacité notoire de combattre avec efficacité la pauvreté. Laquelle pauvreté génère des comportements comme par exemple l'exode rural, non pas l'exode rural, l'exode, la fuite des bras, des cerveaux, de la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est ça. La traversée de la Méditerranée. Voilà. Et surtout, quand quelqu'un est pauvre, assujetti, eh bien, c'est la soumission. C'est la soumission, c'est la main qui donne, qui est toujours au-dessus. Donc, ce sont ces stratégies-là que la France connaît, dit que bon, il faut affaiblir les Africains. Il ne faut surtout pas favoriser leur unification. Donc, vous voyez bien, on peut tirer beaucoup de conséquences. Mais comme le temps nous est compté, nous allons tenter de proposer maintenant ce que j'appelle la solution endogène. La solution endogène, oui. Voilà, les solutions endogènes, c'est-à-dire les solutions qui sont internes à la Côte d'Ivoire. À la Côte d'Ivoire, d'abord. Et même de la sous-région. Voilà. Donc, comme M. Ouattara a donné déjà, a déposé sa candidature, bon, il faut maintenant, et que Ouattara dit de façon ostentatoire que qui connaît mieux la Constitution que moi? Ah bon? Mais oui, il suffit d'écouter ses discours. Il connaît la Constitution. Voilà. Bon. Je ne sais pas s'il a fait grand-chose en tant qu'économiste. Bon, donc ça, personnellement, je ne voudrais pas aller sur le fait qu'il connaît le droit ou l'économie, etc. Mais ce sont ses déclarations. Donc, puisque c'est une interprétation de la Constitution de 2016, et alors, pour quand même mettre fin à ce débat, il faut éclairer le public, tant national qu'international. Ce qui m'amène à proposer la première solution, à savoir un débat public des membres du comité des experts constitutionnalistes ou pas, mais qui ont écrit la Constitution de 2016. Nicolas Beau, est-ce que cela signifie qu'on devait reporter les élections du 31 octobre, donc le mois prochain, dans moins de 2 mois désormais, et poser ce débat-là sur la table avant? Bon, ce débat, disons que le problème du report, on va en parler après. Mais je dis que c'est d'abord une volonté de mettre la paix, d'éteindre l'incendie. Ce que je suis en train de dire, du jour au lendemain, c'est-à-dire aujourd'hui, nous sommes mardi. Nous sommes le 1er septembre. Nous sommes le 1er septembre. Les élections, c'est dans 2 mois, pour ne pas dire le 31 octobre. Si le président Ouattara veut effectivement mettre fin à cet incendie, du jour au lendemain, il peut convoquer le comité des experts. C'est vous qui avez écrit la Constitution. Je vous invite à un débat public télévisé, radio-télévisé. Et puis dire au peuple, il faut éclairer le peuple. Si moi, Ouattara, j'ai raison, eh bien, je retire ma candidature. Ah ben, s'il a raison, il maintient sa candidature, mais s'il a tort, il la retire. Non, mais qu'est-ce que j'ai dit? S'il a raison, il retire. S'il a raison, il maintient. Il maintient. S'il a tort, il retire. Voilà. Parce qu'il est préoccupé, en tout cas c'est l'hypothèse que je fais, s'il est préoccupé par la paix de la Côte d'Ivoire, il dit bon, pour éclairer tout le monde, y compris moi-même, eh bien, le comité des experts, faites un débat. Un comité d'experts indépendant, hein? Mais bien sûr. Et ce comité des experts, qui a été présidé par le professeur agrégé des droits constitutionnels en la personne de M. Oraga Oubou, que je connais personnellement, et nous connaissons sa position. On a vu d'autres professeurs.
On a vu même des déclarations des personnes comme les Ibrahim Cissé Bakongo, qui est le ministre, qui est un ministre juriste, qui ont dit que non, la constitution de 2007 ne permet pas à M. Ouattara d'être candidat, en tout cas de faire un troisième mandat. M. Ibrahim, il est ministre en ce moment. Il est ministre actuellement. Et il a dit à la télévision, il a dit, il n'est pas le seul. Voilà. Et il a prononcé un mot qui est d'actualité. Il a dit, sinon ça serait le chaos. Et nous sommes dans ce chaos-là, dans ce début du chaos. Un ministre nommé par Alassane Ouattara dit non à ce troisième mandat. Voilà. Comment fait-il pour ne pas comprendre? Il n'est pas le seul ministre. Il y en a à peu près 5 comme ça. Hein. On peut les citer, mais c'est pas tellement... Non, mais je dis, il faut rendre public le débat. Et on va éclairer la République. Quand on est président de la République, normalement, on est là pour le bonheur du peuple. On est le gardien de la Constitution. Donc, si cette Constitution, au nom de cette Constitution, Ouattara veut faire son troisième mandat, logiquement, il doit appeler tout ce monde-là pour dire, bon, mettez-vous dans le... Enfin, je rends public le débat. Éclairer, voilà, dites le droit, et rien que le droit. Ça c'est la première solution, donc le débat public. Troisième, la deuxième solution, toujours interne, cette fois-ci, c'est à la Côte d'Ivoire, mais surtout à l'Afrique. On va dire, bon, vous, les membres de la CEDEAO et de l'Union européenne, vous qui avez tendance à intervenir, comme on voit pendant ce qui s'est passé au Mali, bon, aujourd'hui là, il y a un début d'incendie. Nous appelons les juristes constitutionnalistes de venir en Côte d'Ivoire, faire un débat, donner votre avis. Je dis bien un avis, c'est-à-dire consultatif. On peut vous consulter. N'attendez pas qu'il y ait d'abord la mort pour venir guérir, non. Déjà qu'il y a des morts. Voilà. Déjà il y a des morts. Donc, le débat public du comité des membres des experts ivoiriens, ça va éclairer la République. Ensuite, je suis convaincu, l'avis des juristes de l'Union européenne et de la CEDEAO, eh bien, leur avis viendra encore confirmer. Ce qui nous amène à la troisième solution. Eh bien, le président Ouattara a parfaitement, au vu de ça, je pourrais même dire de demander l'avis des chefs de village ou bien des cantons, voilà, les chefs traditionnels, les rois, etc. Bon, on peut le faire, mais personnellement, compte tenu du fait que souvent on les assujettit, on fait de l'influence sur eux, donc pour eux... Il y a des pays dans lesquels les chefs traditionnels et les rois ont des salaires. Voilà, donc ils ne peuvent pas dire non au régime. Voilà. On essaie de payer la pierre, mais on ne veut pas les citer. Voilà, donc c'est pourquoi je mets ça entre parenthèses. Mais la troisième solution, compte tenu de tout ce que les experts auront dit, les experts constitutionnels tant ivoiriens que sous-régionaux et même internationaux. Eh bien, Ouattara peut à tout moment dire que, bon, mes chers compatriotes, je vous ai compris, comme dirait De Gaulle. Je vous ai compris. Je vous ai compris. Et par voie de conséquent, la troisième solution, c'est de dire, je retire purement simplement ma candidature. Ou aussi ces experts-là me donnent raison, je la maintiens, mais avec un appuyant sur ceci. Oui, mais moi, je sais, compte tenu de tout ce qu'ils ont déjà dit, tous ces experts-là, comme Martin Bléou, tous ces gens-là, eh bien, ils demandent tout simplement à M. Ouattara de retirer sa candidature parce qu'elle est illégale. Il y a aussi M. Claude Boli qui a dit la même chose. Non, on ne va pas passer le temps à dire, mais je dis, tous ils sont nombreux, ceux qui veulent dire le droit et rien que le droit. Donc je dis, Ouattara va se donner les moyens objectifs pour dire que, bon, je me suis trompé et je retire ma candidature. Je vais annuler donc ma candidature parce que je reconnais finalement à la face du monde qu'elle est illégale. Bien. Ça, c'est déjà un. Deuxièmement, M. Ouattara lui-même, il a déjà dit plusieurs fois, il dit bien plusieurs fois, qu'il n'allait jamais présenter pour la troisième fois. Voilà. Et ça, il a plusieurs fois dit, je ne vais pas égrener tout ça. Et en congrès, c'est-à-dire les deux chambres, le Sénat et le Parlement, réunis donc en congrès
à Yamoussoukro, il a dit, c'est fini, il ne va plus se présenter. Oui. C'est quand même la parole donnée. Voilà, c'est quand même la parole donnée d'un président de la République. Un président de la République, il représente tout un peuple. Donc l'argument qui consiste à dire, parce que celui qui l'a formé, à savoir en la personne de monsieur Père à son âme, est décédé, donc il va se présenter. Or, déjà dans une des déclarations, il a déjà dit qu'il a formé 3 ou 4 personnes. Donc si malheureusement Gon Coulibaly est mort, mais nous ne sommes pas en monarchie, Nicolas. Mais c'est ce que je suis en train. Je suis entièrement d'accord, mais je dis que je cherche des solutions. Et je vais prendre les arguments de M. Ouattara pour dire que puisque Gon Coulibaly est mort, il reste les 2 ou 3 autres personnes. Pourquoi il ne les choisit pas? Et c'est une injure grave faite à tous les membres de son parti politique. Et même pour dire la Côte d'Ivoire. Oui, mais déjà non, j'ai dit même à son parti politique. Dire que comme il y a un individu est mort, c'est fini. Vous ne valez rien. C'est pas comme ça, on insulte les gens. Il ne faut pas insulter les Ivoiriens comme ça. Donc, je dis que l'argument qu'il essaie d'utiliser, ce n'est pas un argument qui est valable. Donc, il faut qu'il accepte la paix. Et je vais même plus loin. Pour dire qu'en fait, ce n'est pas qu'il manque les Ivoiriens de son camp. Non. Mais c'est plutôt, et je lui fais un procès d'intention, c'est plutôt une crise de confiance. Dire que bon, si je prends tel type, je n'ai pas confiance. Voilà le problème de fond. Ce n'est pas à lui de faire confiance aux gens, c'est au peuple. Non, ce que je suis en train de dire, et puis c'est lui qui choisit le candidat. Bon. C'est lui qui a choisi le candidat Gon Coulibaly. Sinon, vive le roi Alassane Dramane Ouattara, alors. Sinon, si on voulait voir, eh bien, le candidat qui devrait présenter, c'était le vice-président de la République, en la personne de M. Duncan, ce qu'il n'a pas fait. Donc, puisque le Premier ministre Gon Coulibaly est hiérarchiquement inférieur à M. Duncan, au vice-président, il a trouvé nécessaire de démissionner. Bon, bref, est-il dit que, j'ai dit si M. Ouattara, parce que c'est pour ça que nous sommes là, il veut la paix en Côte d'Ivoire, eh bien, il peut simplement retirer sa candidature et mettre en lieu et place une autre personne de son bord politique. Parce que, en réalité, la présidence de la République, autrement dit, le pays est géré, non pas par un seul individu, mais par un groupe de personnes. Donc, il suffit de mettre celui qu'il veut. Et puisqu'il n'a pas confiance... Présenter celui qu'il veut au suffrage. Oui, voilà. Le moment où me pose un problème dans un pays dit démocratique. Voilà. Donc, il a même son petit frère qu'on appelle photocopie. Eh bien, il peut dire, bon, voilà. Il y a des photocopies partout, même jusqu'au Burkina, j'en ai vu un là-bas. Bon, il peut dire que, bon, voilà, vous me faites confiance, ma candidature est anticonstitutionnelle, et ma candidature incendie le pays, eh bien, je la retire. Mais puisque vous me faites confiance, je vous présente mon petit frère. Voilà. Et puis, c'est fini. Il peut le faire. Mais encore faudrait-il qu'il accepte qu'il ait la volonté de pacifier le pays. Qu'il ait la volonté de mettre la paix dans le pays. C'est ça. Si malgré tout ça, alors que toutes les solutions sont là, s'il ne veut pas, eh bien, malheureusement, s'il fait ce que j'appelle un rapport de force, malheureusement, il reste la 4e solution. Ce sont les marches pacifiques, mais déterminées des Ivoiriens, car il s'agit bien de la vie des Ivoiriens. Parce que quand on marche sur la Constitution et que vous ne dites rien, ça veut dire que c'est fini pour vous. Donc les Ivoiriens vont faire des marches déterminées au minimum pendant 2 à 3 mois jusqu'à ce que la candidature de Ouattara soit annulée. C'est-à-dire, on a vu l'Algérie. Et c'est ce qui va se faire. Il y a des Africains, dont les Ivoiriens, qui ont pris la décision de quitter le pays, aller braver le désert. Beaucoup sont morts dans le désert, aller mourir dans les océans, aller se faire esclaves dans les pays arabo-musulmans. Eh bien, tout se détermine, autrement, cette détermination, cette volonté de vouloir gagner coûte que coûte sa vie, eh bien, le combat, le véritable combat de libération nationale doit se faire dans le pays. Et c'est ça
que les Ivoiriens doivent faire. Tant que Ouattara n'a pas retiré sa candidature, malheureusement pour lui, il faudra toujours marcher. Marcher, occuper les terrains, occuper l'ambassade de la France qui soutient Ouattara jusqu'à ce que Ouattara retire sa candidature. Ça, c'est la 4e solution. La 5e. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait le débat? En plus non seulement de la contestation de M. Ouattara, de la candidature de M. Ouattara, mais il y a le fait que le président Laurent Gbagbo et... On va arriver, c'est le prochain épisode, professeur, vous permettez-moi.